Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la place du médecin généraliste dans la prise en charge du sepsis. Pour rappel, les informations que je vous partage viennent d'une reco HS de janvier 2025 qui présente la gestion d'un sepsis et d'un choc septique en amont et en aval. Je vous ai présenté dans une première vidéo les principaux facteurs de risque de sepsis et la prévention des infections. Et nous allons maintenant nous intéresser à la prise en charge pendant l'infection, en démarrant par le dépistage du sepsis face à un patient présentant une infection qu'il ait ou non des facteurs de risque de sepsis. L'évaluation sera principalement clinique chez l'adulte comme chez l'enfant. On commence par les adultes. Les recos proposent ce score d'évaluation clinique avec 6 paramètres pour estimer le risque d'évolution vers un sepsis. C'est un score à utiliser avec prudence en pratique quotidienne. C'est d'ailleurs une recommandation conditionnelle avec un faible niveau de certitude. Donc en gros, votre intuition clinique doit également être prise en compte. Notamment le piège chez les personnes âgées est l'absence de fièvre, qui est un facteur de gravité. L'autre notion qui n'est pas mentionnée dans ce score et qui, à mon sens, doit être prise en compte dans votre évaluation est l'évolutivité des symptômes. Vous n'allez bien évidemment pas avoir la même attitude face à une présentation clinique qui stagne depuis 2-3 jours ou bien qui est apparue rapidement en quelques heures et va possiblement s'aggraver. Il n'y a pas de différence dans l'évaluation clinique initiale d'un patient à risque de sepsis, mais quelle que soit sa présentation, il va falloir être très vigilant à l'évolution. Pour l'enfant, on est sur une recommandation forte cette fois. Toute fièvre avant 1 mois doit être bilantée aux urgences pédiatriques sans délai. Entre 1 et 3 mois, si et seulement si la tolérance est bonne, on peut évaluer la situation en cabinet de ville sous réserve d'un délai inférieur à 6 heures. Après 3 mois, on s'adapte à la durée et à la tolérance comme chez les enfants plus âgés. Quel que soit l'âge de l'enfant, il doit être entièrement déshabillé avec, en plus des paramètres vitaux habituels, la recherche systématique d'un purpura. Il faut inclure les parents dans notre évaluation clinique. C'est encore plus vrai chez les enfants ayant une peau foncée, chez qui il est facile de sous-estimer la gravité des signes cutanés. Enfin, la précarité sociale, on le sait, est un facteur de risque modifiable qui augmente l'incidence et la gravité des pathologies, et notamment des pathologies infectieuses. Le piège classique en infectiopédiatrie, c'est l'absence de frigo, qui contre-indique l'utilisation de certains antibiotiques sirop, notamment l'amoxicilline, l'amoxiclave, la céfuroxime et la cefpodoxime. On passe maintenant à l'évaluation biologique, toujours dans une phase de dépistage, c'est-à-dire face à une infection documentée ou suspectée, quels examens doit-on demander pour dépister le risque d'évolution vers un sepsis? Des études ont été faites avec le score clinique de 6 points dont je vous parlais tout à l'heure pour l'adulte. Aucun marqueur biologique parmi lactate, CRP et procalcitonine n'ont amélioré la performance prédictive de la survenue d'un sepsis, donc il n'est pas utile de les doser. Pour résumer le dépistage d'un sepsis face à une infection aiguë, il est principalement clinique, aucun examen biologique n'est nécessaire, et il y a peu de différence entre un patient qui présente des facteurs de risque de sepsis ou non, si ce n'est qu'il faut être plus vigilant chez les patients à risque. Si vous êtes dans le cas d'une infection sans signe de sepsis, que le patient soit à risque ou non, quels sont les recours pour mieux le prendre en charge précocement? Chez certains patients à risque, on peut être amené à faire une prescription anticipée. C'est-à-dire par exemple pour les patients en aplasie, s'ils présentent une fièvre, ils ont en avance une ordonnance pour des prélèvements et des antibiotiques sans voir de médecin. Ces ordonnances, elles sont gérées par les spécialistes. Concernant les examens microbiologiques, aucun n'est indiqué chez le patient non à risque, hormis le CBU si besoin. Pour les patients présentant des facteurs de risque, vous devrez prélever des hémocultures en systématique, plus ou moins un ECBU suspicion d'infection urinaire ou un ECBC sur un vif pneumo ou infectio, à condition que cela soit réalisable relativement rapidement et ne retarde pas trop l'antibiothérapie. Sur la place des AINS pour prévenir l'évolution d'une infection vers un choc septique, les études sont claires, aucun bénéfice, voire un surrisque. Sur la place des corticoïdes, le bénéfice a été démontré sur des patients graves, donc déjà en sepsis, voire en choc septique, donc ils n'ont pas leur place en ambulatoire. Un traitement par corticothérapie au long cours ne doit en revanche pas être arrêté, et en cas d'insuffisance surrénalienne, la corticothérapie substitutive devra même être doublée voire triplée. Les autres traitements préventifs du sepsis n'ont démontré aucune utilité. Pour résumer la prise en charge des infections sans signe de gravité,
Le point crucial que l'on a tendance à oublier, c'est les hémocultures systématiques chez les patients à risque d'évolution vers un sepsis. Les hémocultures en ville peuvent et même doivent être réalisées dans ce contexte, sur un seul prélèvement, n'importe quand. Il n'y a pas besoin d'être en plein pic de fièvre ou de frisson. Il faut en prélever entre 4 et 6, soit 2 à 3 paires d'émocs anaérobies, sur un seul prélèvement. Évidemment, cette reco, elle est adaptée à notre pratique. Si votre seul facteur de risque est l'âge supérieur à 65 ans pour une femme qui présente une infection urinaire, vous n'allez pas lui prélever des émocs. Mais en cas de traitement immunosuppresseur ou de dispositif implantable, vous n'hésitez pas à en faire. L'antibiothérapie doit être plus ou moins rapide. Chez un patient sans facteur de risque, la décision d'antibiothérapie probabiliste ou différée, elle va dépendre de votre évaluation clinique. Chez un patient avec facteur de risque, la mise en place d'un traitement sera plus rapide, parfois carrément anticipée, sinon probabiliste. Pour les infections urinaires, il faut s'adapter à votre patient et à son niveau de risque. Si le risque est élevé, il vaut mieux débuter une antibiothérapie probabiliste secondairement adaptée, même si la tolérance est bonne. Voyons maintenant le cas où le patient présente des signes de sepsis. Le cas général et les exceptions. Chez l'adulte, comme chez l'enfant, l'hospitalisation doit être immédiate, sans prélèvement. Sauf en contexte palliatif ou chez des patients dont l'autonomie est fortement altérée, GIR 1 ou 2, chez qui il est préférable d'essayer le maintien à domicile en respectant les choix du patient ou à défaut l'avis de la famille. Un cas à part, c'est le purpura fulminans, où il faut réaliser une injection le plus souvent IM de ceftriaxone le plus rapidement possible. À noter que l'adaptation de la posologie ne s'envisage que pour les enfants de moins de 10 kg. Au-dessus de 10 kg, ne réfléchissez pas, la dose est de 1 g. Et chez l'adulte, faites au moins 1 g et si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à en faire 2. Pour résumer la prise en charge du sepsis vue en cabinet de ville, il n'y a aucune différence que le patient soit à risque de sepsis ou non. Il faut organiser une hospitalisation le plus rapidement possible. Aucun examen complémentaire ne doit retarder le transfert. Seul le purpura fulminans justifie une antibiothérapie en attendant le SAMU. Pour les patients en soins palliatifs ou dont l'autonomie est limitée, se référer aux volontés du patient en priorité et de sa famille sinon. Pour la prise en charge en aval, on s'éloigne pas mal de la question de l'antibiothérapie, mais ça reste hyper intéressant à Medjay, donc je vais quand même en parler rapidement. Il faut anticiper les complications tardives dès le début de la prise en charge. Alors ça, c'est une recommandation à l'usage des patients hospitalisés, mais je trouve que l'approche est intéressante pour les patients ambulatoires un peu limites, notamment en EHPAD. Il faut vraiment inclure les soignants paramédicaux pour mobiliser le patient dès les 48 premières heures en s'adaptant aux réserves physiologiques du patient et à sa fatigabilité. Donc il vaut mieux qu'il soit mobilisé 2-3 minutes par tous les soignants qu'une demi-heure par un kiné. En fonction des cas, la sortie d'hospitalisation peut se faire via un séjour en SSR ou un retour à domicile Prado. Le Prado, c'est un service de l'assurance maladie qui est accessible à tous les patients de plus de 75 ans et à ceux atteints d'une pathologie chronique quel que soit l'âge. Il faudra globalement poursuivre la prise en charge kinésithérapeutique et mettre en place ou intensifier le plan d'aide le cas échéant. Et même s'il n'y a pas forcément de renouvellement d'ordonnance ou autre, il faut se prévoir de réévaluer ces patients à 3 mois et à 1 an pour dépister et prendre en charge les complications chroniques à type de douleur, retentissement anxio-dépressif, limitation d'activité, et si possible en vous aidant d'un ou d'une IPA. Plus spécifiquement chez l'enfant, il faut prévoir un suivi spécialisé pour rechercher un déficit immunitaire s'il n'y avait pas de facteur de risque, réaliser un bilan des déficiences avec une évaluation neuropsychologique et une IRM cérébrale systématique. Il faudra également se mettre en lien avec le médecin scolaire et encourager les activités physiques. Enfin, il est important d'inclure la famille tout au long de la prise en charge, car il est décrit un syndrome post-soins intensifs qui concerne les proches et non le patient, et qui peut évoluer vers un trouble anxieux chronique se rapprochant de l'état de stress post-traumatique. Les messages clés, la vaccination et le respect des règles d'hygiène sont les 2 principaux piliers de la lutte contre les infections et donc du sepsis. Le repérage des patients à risque permet d'adapter la prévention et la prise en charge. Il faut envisager de prélever des hémocultures chez les patients à risque de sepsis et qui présentent une infection. Voilà, j'espère avoir été claire. Je vous remercie, bonne fin de journée.